toutes et à tous, bonsoir. Heureuse de vous retrouver cet après-midi pour l'actualité internationale. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition, en RDC, Christian Moleka évalue la marge de manœuvre de Kinshasa face au M23. Guerre en Ukraine, à Berlin, des discussions relancent l'espoir d'un cessez-le-feu avant Noël. Et puis au Soudan, l'ONU alerte après la mort de 6 casques bleus lors d'une attaque. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. On démarre ce journal dans l'est de la République démocratique du Congo où la situation sécuritaire continue de se dégrader. La récente prise de nouvelles localités par le M23, mouvement armé soutenu par le Rwanda, accentue la pression sur les autorités de Kinshasa. Les détails dans ce reportage. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo a pris d'autres proportions ces derniers jours, avec la prise de nouvelles localités par le M23 soutenu par le Rwanda. Selon le politologue congolais Christian Moleka Kibangu, Kinshasa doit agir. Kinshasa peut utiliser l'accord de Washington pour donner un rôle de pression à Washington, et je crois que le gouvernement a beaucoup attendu du médiateur américain, espérant que l'intérêt de l'accord économique pousserait Washington à faire pression sur Kigali. Aujourd'hui, Kinshasa a moins de marge de manœuvre sur le 1-23, à part probablement l'hypothèse d'un dialogue national inclusif que Kinshasa a toujours boudé jusqu'à récemment, et qui est l'initiative portée par les évêques. La possibilité d'avoir un dialogue national, beaucoup avaient pensé que le président allait l'annoncer lors de son discours devant la nation, aurait pu également servir de moyen de levier des négociations avec le 1-23. Sauf si, d'un point de vue militaire, Kinshasa pouvait exercer un rapport de force. La prise d'Ouvira, très proche du Burundi, soulève des questions quant à un possible embrasement régional, évoqué d'ailleurs par Christian Moleka Kibangu. Il y a une possibilité d'embrasement régional. Le Burundi a fait le choix de soutenir l'armée congolaise parce que c'était un choix de raison. Vous avez des rebelles au Burundi, Red Tabara, qui sont dans le sud Kivu, et qui sont pratiquement en alliance avec les mouvements pro-rwandais, dont le Rwanda. On connaît l'hostilité entre les deux pays et donc la possibilité pour certains d'utiliser les rebelles pour déstabiliser l'autre. Et donc, entrer au Congo pour le Burundi, c'était en même temps définir une forme de zone de sécurité en combattant à côté du Congo et en réduisant la capacité de nuisance des Red Tabara qui pouvaient déstabiliser le pays. Or, avec le Rwanda qui prend Ouvira et donc qui a le contrôle pratiquement de la frontière avec le Burundi, il y a de possibilités de voir le Red Tabara se réorganiser et soit directement, indirectement déstabiliser le Burundi, soit l'armée rwandaise elle-même pousser derrière une dynamique qui renverserait stratégiquement le régime. Et donc on a la possibilité d'avoir un conflit qui peut se régionaliser avec l'embrasement et l'ouverture d'un nouveau front au Burundi. Les combats pour le contrôle d'Ouvira ont causé plus de 400 morts
et déplacer environ 200 000 personnes, selon les autorités. Toujours en RDC, la justice congolaise a lourdement condamné Roger Lumbala. L'ancien chef de guerre a écopé de 30 ans de réclusion pour des crimes graves commis en République démocratique du Congo entre 2002 et 2023. Il a été poursuivi pour meurtre, acte de torture, viol, pillage et réduction en esclavage. Suivons ensemble. Lundi, à 30 ans de réclusion par la justice française pour des faits de complicité de crimes contre l'humanité. Les faits remontent à 2002 lors de la deuxième guerre du Congo entre 1998 et 2003. Roger Lumbala Chitenga dirigeait à cette époque le groupe armé Rassemblement des Congolais démocrates nationaux qui, à travers l'opération Effacer le tableau, s'est rendu coupable d'atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo, au détriment notamment des ethnies Nandé et Pygmée Bambouti. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a été notamment reconnu coupable de meurtre, d'actes de torture, de viol, pillage et réduction en esclavage. Lumbala avait été arrêté à Paris en janvier 2021. Il était présent au verdict final après avoir contesté la légitimité de la justice française dans ce dossier. Il s'agit du premier procès relevant de la compétence universelle pour des atrocités. L'Organisation des Nations Unies a exprimé sa vive inquiétude après la mort de 6 casques bleus dans l'attaque d'une base au Soudan. Cet avertissement souligne la gravité de la situation sécuritaire et le danger croissant auquel sont confrontées les forces de maintien de la paix alors que les affrontements entre différents groupes armés se poursuivent dans le pays. Du hommage lundi aux 6 casques bleus bangladais tués samedi dans l'attaque d'une base logistique des soldats de maintien de la paix dans la ville de Kadougli, dans la région centrale du Kordofan au Soudan. Les victimes servaient dans la force intérimaire de sécurité de l'ONU dans la région d'Abyei. L'ONU a mis en garde mardi contre les attaques visant ses troupes. Le secrétaire général souligne que les attaques visant les soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international et il rappelle à toutes les parties au conflit leur obligation de protéger le personnel de l'ONU et les civils. De telles attaques contre les soldats de la paix sont injustifiables. Les responsables devront rendre des comptes. Reste à identifier ces responsables. L'armée soudanaise accuse les forces de soutien rapide d'avoir perpétré l'attaque. Les paramilitaires n'ont pas encore réagi à cette accusation. Les deux camps s'affrontent depuis avril 2023, plongeant le Soudan dans ce que l'ONU considère comme la plus grande crise humanitaire au monde. Au Maroc, de violentes inondations ont fait au moins 37 morts selon un bilan provisoire des autorités. La ville portuaire de Safi, située à 300 km au sud de Rabat, a été frappée par de fortes pluies, provoquant des torrents d'eau boueuse. Entre fragilité des infrastructures et effet de changement climatique, les causes de ce lourd bilan interrogent. Un tel drame lié à des inondations depuis 10 ans. Des pluies diluviennes se sont abattues hier en fin d'après-midi sur la petite ville de Safi, 300 000 habitants, située sur la côte atlantique. 35 mm de pluie sont tombés en 1 heure. Des rues de la ville ont été submergées par les flots. Des torrents de boue se sont déversés dans la Médina où au moins 70 habitations et commerces ont été fortement endommagés, voire détruits. Certains habitants exprimaient leur colère ce matin. Le procureur général du roi auprès de la cour d'appel de Safi a ouvert une enquête afin de déterminer les causes réelles du drame. Les pompiers sont intervenus toute la nuit, parfois avec des petites embarcations pour tenter de sauver des personnes prises au piège des eaux. Les opérations de sécurisation sont toujours en cours dans la ville et les autorités appellent à la plus grande vigilance car de nouveaux orages sont attendus. Pour demain, les écoles seront fermées pendant 3 jours minimum. En attendant, les habitants pleurent les victimes et constatent les dégâts, des morts, des blessés, des dizaines de véhicules endommagés, des magasins détruits. Safi, c'est aussi la ville des artisans potiers. Ils ont fait la renommée de cette cité côtière et cet après-midi, des images montraient des ateliers totalement dévastés avec des centaines de poteries au sol brisées en plusieurs morceaux. Alors ce soir, les habitants vont scruter le ciel
en espérant que les pluies ne... Une réunion stratégique s'est tenue mardi à Berlin, en Allemagne, entre des émissaires américains et le président ukrainien. Le chancelier Friedrich Merz estime qu'un cessez-le-feu avant Noël est possible et qu'il dépend désormais uniquement de la Russie. Volodymyr Zelensky évoque des progrès et se dit prêt à des concessions tandis que les Européens avancent l'idée de force multinationale. Suivons ensemble. Pour une réunion des plus importantes à Berlin. Après 5 heures passées en leur compagnie la veille, Volodymyr Zelensky a de nouveau rencontré les envoyés spéciaux américains Steve Witkoff et Jared Kushner ce lundi. Si le président ukrainien fait part d'avancées notoires dans ses négociations de paix, il ne semble pas prêt à céder à une requête de Washington, le retrait des troupes ukrainiennes de la région de Donetsk, une zone en grande partie occupée par les Russes. Il y a eu suffisamment de discussions concernant les territoires et il me semble que pour l'instant nous avons des positions différentes, je le dis franchement. Cependant, je pense que mes collègues ont entendu ma position personnelle et je suis très heureux d'avoir pu leur en faire part, personnellement. Mais tout le monde est prêt à travailler de manière productive. Volodymyr Zelensky est prêt à faire quelques concessions, comme l'abandon de son projet d'adhésion à l'OTAN. En échange, il réclame des garanties de sécurité pour son pays. Et l'Europe est prête à lui en fournir. Les 27 ont proposé de diriger une force multinationale en Ukraine, mais aussi de soutenir de manière durable l'armée ukrainienne, limitée à 800 000 soldats. D'après le chancelier allemand, Washington aurait également proposé des garanties de sécurité remarquables pour Kiev. Ces derniers jours, nous avons été témoins d'un élan diplomatique significatif, peut-être le plus important depuis le début de la guerre. Nous avons maintenant une chance pour un véritable processus de paix pour l'Ukraine. Ce plan est encore petit, mais l'opportunité est réelle. Une opportunité qui dépendra également de Moscou. Le Kremlin a aussi ses exigences. Il refuse que l'Ukraine rejoigne. En Australie, les investigations se poursuivent après l'attaque de dimanche à Sydney. La police affirme avoir retrouvé 2 drapeaux de l'État islamique dans le véhicule des assaillants et indique que le fils était en contact avec 2 personnes affiliées à Daesh, des éléments qui consolident l'hypothèse d'un lien avec l'organisation terroriste. Reportage à suivre. La police a d'abord indiqué qu'ils ont retrouvé 2 drapeaux improvisés de l'État islamique dans la voiture des assaillants. On a appris pas mal de choses à leur sujet également, notamment concernant le fils, celui qui est actuellement dans le coma et qui n'a toujours pas pu être interrogé par la police. On a appris qu'il avait entretenu des liens pendant assez longtemps avec d'une part un prédicateur djihadiste et d'autre part avec un homme qui était chargé de recruter des jeunes en Australie pour l'État islamique qui a depuis été incarcéré. Surtout, ce jeune homme et son père ont voyagé pendant presque tout le mois de novembre aux Philippines. D'après les autorités philippines, ils sont arrivés à Manille avec un passeport indien avant de se rendre sur l'île de Mindanao, au sud de cet archipel, un endroit connu pour abriter un certain nombre de groupes extrémistes, mais aussi des camps d'entraînement islamistes. Et une source antiterroriste a confié à la chaîne ABC qu'ils auraient probablement suivi là-bas un entraînement de style militaire. En tout cas, ils sont rentrés en Australie vraiment quelques jours avant de commettre leur massacre. C'était le 28 novembre dernier. Donc l'affiliation effectivement avec l'État islamique, en tout cas Et puis pour clôturer cette édition aux États-Unis, à Los Angeles, Nick Reiner, fils du cinéaste américain de renom Rob Reiner, a été arrêté dimanche soir et placé en détention. Il est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de ses parents retrouvés dans leur domicile. L'homme vivait tantôt chez ses parents et présentait des problèmes d'addiction et de santé mentale.
Suivez ce extrait. De dimanche, alors que les corps de son père et de sa mère avaient été retrouvés dans l'après-midi à leur domicile, il a été placé en détention avec une caution fixée à 4 millions de dollars. Nick Reiner vivait chez ses parents. Il n'y avait pas eu de traces d'effraction relevées par les enquêteurs. C'est un homme qui souffre depuis l'adolescence de problèmes d'addiction, de problèmes de santé mentale. Il en avait parlé dans un scénario qu'il avait coécrit, qui avait ensuite été tourné par son père en 2015. Et d'après plusieurs témoins, il participait samedi soir à une fête de Noël chez des amis. Il avait un comportement étrange et il s'était disputé avec son père. C'est donc une nouvelle qui attriste à Hollywood, parce que ce couple, Rob Reiner et Michelle Reiner, avaient beaucoup fait pour leur fils, pour tenter de le sortir de cette spirale de la dépendance. C'est un couple qui était très soudé, qui s'était rencontré au moment du tournage de Quand Harry rencontre Sally, peut-être le film le plus célèbre de Rob Reiner. Et justement, cette rencontre avait fait changer d'avis Rob Reiner. Le film devait se terminer mal, finalement, avec... Et voilà, amis internautes, qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour demain.